La question de la marge de manœuvre dans l'exposition des objets, parce que jusqu'ici j'ai parlé surtout en ce qui concerne les conservateurs de leur rapport un peu chien-berger à leur collection, mais évidemment ils sont aussi chargés d'exposer les objets. Là aussi, beaucoup de débats très intéressants et d'ambiguïté et d'ambivalence au musée du Quai Branly, comme dans beaucoup d'autres musées, j'imagine, à cet égard. D'abord, il y a un parti pris muséographique spécifique au musée du Quai Branly qui est, en somme, de présenter, non pas c'est plus du tout un musée d'ethnographie, c'est un musée qui essaie d'illustrer le principe de la différence culturelle en sélectionnant des objets spectaculaires, volontairement spectaculaires, pour provoquer une sorte de choc, un choc différentiel, si j'ose dire, qui aide le public à prendre conscience de la diversité des styles esthétiques, etc. Parti pris muséographique parfaitement acceptable, encore qu'il est évidemment les dangers de verser dans des formes d'exotisme, dans une vision un peu primitiviste, une certaine historiographie des arts, et là. Donc c'est un exercice d'équilibrisme un peu compliqué. Par ailleurs, et quand j'étais au Quai Branly, j'ai essayé, mais sans beaucoup de succès, de promouvoir l'idée que, soit on ne fait pas de contextualisation style musée de l'homme autour des objets, très bien, mais si vous voulez éviter d'être taxé de musée d'histoire de l'art primitif, et de garder votre versant, vous êtes quand même lié à la communauté anthropologique sur un autre pied, si j'ose dire. Si vous voulez continuer à faire cet exercice d'équilibrisme, il faudrait quand même que vous preniez quelques objets et que vous donniez une idée anthropologique plus développée de pourquoi cet objet est comme il est, pourquoi ses choix esthétiques, pas simplement de dire voilà, Picasso s'en est inspiré, très bien, ça, le version culture, collection s'en occupe très bien, mais pourquoi il a cette forme, qu'est-ce qu'il est censé faire, comment il agit, et ainsi de suite. Et donc le rapport, en somme, entre une visée, une intentionnalité particulière des créateurs et des utilisateurs originaux et la forme de l'objet. Ça, j'y suis jamais arrivé, en réalité. Par ailleurs, le musée dit oui, mais on fait énormément d'expositions temporaires avec l'idée justement qu'ils vont développer un discours éventuellement à contre-pied du discours tenu sur le plateau des collections permanentes. Et c'est exprès. On veut justement plus de monologues, ça va être polyphonique, machin, etc. Très bien. Maintenant, il y a des limites à la manière dont on peut jouer avec les formes d'exposition. Pour prendre quelques exemples, les Tchouringa, on n'a plus le droit de les montrer. Yves Le Fur avait trouvé une solution à la fois très belle et qui me paraissait très intéressante de quand même exposer les Tchouringa en les exposant à hauteur d'yeux
uniquement sur leur tranche, ce qui fait qu'on ne voyait rien, mais on voyait quand même un objet. Ça, c'était très inventif. C'est un commissaire d'exposition de génie, Le Fur. Et il avait eu cette trouvaille qui était très bien, en plus très bien éclairée, enfin, c'était parfait. Mais d'autres types d'usages se heurtent au fait que le musée est un service public français. Par exemple, l'idée de faire des offrandes ou de faire des offrandes devant n'importe quoi, des statues, ça la met dans un embarras terrible. Parce que c'est une institution publique, laïque, etc. Pas de religion. Pas de religion, ce qui est quand même invraisemblable, parce que tous ces objets, 90% des objets du musée du Quai Branly sont des objets rituels. Mais bon, ça, on ne peut pas. Enfin, le musée ne peut pas, ou prétend qu'il ne peut pas. De la même façon, montrer des objets uniquement aux hommes et pas aux femmes, impossible. Impossible. Encore que dans une ou deux expos, il y avait quelques. Je crois que. Je me souviens plus dans quelle expo c'était. Il y avait un cartel qui demandait au public féminin d'accepter de ne pas y aller parce que. etc. Mais on ne peut pas faire plus. Ou le musée estimait qu'il ne pouvait pas faire plus. Parce que, voilà. Donc on est constamment, de même au moment de la remise des crânes maoris, des crânes tatoués maoris, les Maoris ont demandé à faire une cérémonie officielle, etc. Et une cérémonie religieuse. Donc du coup, ça pose immédiatement, si c'est une cérémonie religieuse, ça ne peut pas être ouvert au public parce que le musée n'est pas un lieu où on peut faire tenir des... Donc du coup, ça ne peut que folkloriser quelque chose qui n'est pas censé être folklorisé. Vous voyez le genre de nœud dans lequel le musée se débat, et il en est parfaitement conscient, et on en discute beaucoup, mais... si c'est authentique, c'est fermé. Si c'est pas authentique, c'est folklorisé. Du coup, on ne veut pas non plus se prêter à la folklore. Constamment, le musée se trouve confronté. Je ne parle évidemment pas de l'impossibilité maintenant pour le musée d'acquérir par exemple des antiquités précolombiennes à cause justement des questions de propriété culturelle qui sont devenues des enjeux politiques très importants, évidemment. Et la muséographie elle-même est devenue évidemment de plus en plus un site d'enjeux, de débat, et est discutée en termes d'être un site ou un site d'enjeux politiques.